Samedi 4 juin. Bientôt après notre déjeuner, Monsieur de X vint s'excuser du trouble dont il avait été malheureusement la cause lors de son arrestation pendant le dîner. Des difficultés survenues entre lui et son père l'avaient poussé, nous dit-il, à s'éloigner, mais il espérait bientôt voir terminer l'affaire à la satisfaction de tous les deux. Nous fîmes échange de politesses et il partit. Monsieur de X réapparut au dîner de la table d'hôte, fit de nouveau quelques excuses, et chacun s'efforça, par des paroles bienveillantes, de lui faire oublier sa fâcheuse aventure. Après dîner, M. Cradock alla prendre congé du commandeur des Pères de la Merci et vint ensuite me chercher pour me montrer l'escalier du couvent des Bénédictins. Arrivé là, on nous prévint qu'aucune femme ne pouvait y pénétrer. Ce couvent, un des principaux de Toulouse, pourrait servir de résidence princière. Ces moines sont très riches, leurs vins et leurs liqueurs renommés. Ils se font bâtir actuellement une grande église attenant à leur couvent. La vie à Toulouse est très bon marché. On nous a offert sur la place Saint-Étienne une magnifique maison toute meublée à raison de 1375 francs par an. Dimanche 5 juin. À midi, nous quittions notre hôtel et nous rendions à pied jusqu'au bateau qui devait nous transporter à Bordeaux. Une des rues que nous suivîmes, une des plus longues de Toulouse, ressemblait à un joli décor. Tout du long, on avait élevé des arcades en branchages enguirlandés avec un goût exquis, de fleurs, de rubans, de soie, d'étoffes de différentes couleurs et de petits drapeaux verts taillés en forme de feuilles de palmier. De distance en distance, des rideaux de soie ou de velours, tendus d'un côté à l'autre de la rue, retombaient en draperies auxquelles étaient accrochés des tableaux et des images de piété. Partout, de petits reposoirs, élégamment ornés de fleurs, de croix, d'images. Au bout de la rue, dissimulé par d'énormes draperies brodées d'or et d'argent, on avait dressé un grand autel magnifiquement décoré de candélabres d'or et d'argent, de fleurs naturelles et artificielles, celles-ci sous des globes de verre. Au milieu, un grand crucifix doré. Au pied, une vierge en cire, de grandeur naturelle, richement habillée, les marches de l'autel cachées sous un superbe tapis. Sur toutes les draperies, des images entourées de festons de fleurs, de perles, de rubans. 2 coussins en velours bordés de galons d'or étaient posés sur la première marche. Non loin de l'autel, une petite fontaine destinée à couler toute la journée et ornée de lys et d'oriflammes vertes. On attendait ainsi la dernière procession de l'année, celle des pénitents bleus. Nous fûmes souvent arrêtés par des enfants, nous priant de contribuer à l'ornementation de leur petit autel. 1 sou les contentait. Auprès du grand autel, une dame en toilette élégante nous tendit un plateau. Nous lui donnâmes une pièce de 12 sous, et en récompense de notre générosité, elle nous fit apporter des chaises afin de nous permettre de regarder à notre aise. Tandis que nous étions là, tour à tour, plusieurs personnes s'approchèrent. La dame, ainsi qu'à nous, leur tendait le plateau, mais le plus ordinairement, il n'y tombait que des liards et quelquefois rien du tout. Les pénitents bleus sont un des plus anciens ordres religieux. Les nobles et souvent les rois en firent partie. Le nom est resté, mais la composition n'est plus la même. Maintenant, ce sont surtout des gens du peuple qui suivent leur procession. Le cuisinier de notre hôtel en était un des membres, et de retour de la première procession, je le vis, à mon grand scandale, s'amuser dans la cour à encenser mes domestiques avec le même encensoir et le reste de l'encens béni ayant servi devant le Saint-Sacrement. Après nous être reposés une demi-heure, nous reprîmes notre chemin au bord du canal jusqu'à l'embouchure, où il rejoint 2 autres canaux et reçoit l'eau de la Garonne. Sur un pont, à côté même de l'embouchure, se trouve un groupe représentant un génie attirant à lui les attributs de l'agriculture et du commerce qui sont à ses pieds. À 2 heures, nous nous embarquions et à 8 heures, nous descendions sur la route à un hôtel de maigre apparence, mais très propre et bien servi. Lundi 6 juin.
À 3h30 du matin, nous poursuivions notre voyage. À 11h, nous nous arrêtions, mais sans débarquer, préférant manger notre dîner dans notre chaise, embarqués en même temps que nous sur le bateau. À 1h, on repartit pour arriver à Agen, sur la Garonne, au milieu d'une belle et vaste plaine bordée d'un côté par une chaîne de montagnes couverte de bois, d'habitations variées et de terrains cultivés. Sur le versant d'une de ces montagnes, j'aperçus l'Ermitage, couvent taillé dans le roc, habité par 6 bénédictins seulement. Leurs servitudes sont grandes et commodes. Au-dessus et au-dessous du couvent, de superbes jardins remplis des meilleurs fruits et des fleurs les plus choisies. De la terrasse, on jouit d'une vue admirable. Le lendemain de notre arrivée, M. Cradock y fut invité à déjeuner, et il me dit n'avoir jamais bu d'aussi bon vin. Agen était autrefois une ville fortifiée. Aujourd'hui, ses murs s'effondrent. Rien de plus charmant que la promenade publique à l'extérieur de la ville. Elle est formée de 3 avenues d'ormeaux superbes. La plaine d'Agen et ses environs sont d'une extrême fertilité et la rivière très poissonneuse. La foire annuelle commençait aujourd'hui. On y vient non seulement de toutes les parties de France, mais aussi des pays étrangers. Là sont réunis tous les genres de commerce, mais surtout celui des chevaux andalous et de bœufs blancs superbes. La foire dure 15 jours, pendant lesquels on autorise en plein air les spectacles, les divertissements, les danses. Elle s'ouvre par une grande procession de la magistrature qui proclame la foire. Malheureusement, cette cérémonie avait eu lieu la veille de notre arrivée. Mais nous pûmes jouir de la gaieté et de l'entrain de ces milliers de gens accourus de toutes parts. Les uns chantaient, les autres s'amusaient à différents jeux. Sous les arbres s'étaient réunis les danseurs. Parmi ces derniers, un couple dansant une Allemande attira notre attention. L'homme s'en tirait fort bien. Quant à sa partenaire, elle se trémoussait et se donnait beaucoup de peine. Mais n'étant ni jeune ni légère, qualité essentielle pour cette danse, un éléphant s'en fut aussi bien acquitté. Nous ne nous rendîmes qu'à 8h passées à notre hôtel, au Petit Saint-Jean, où nous avions commandé notre souper. On avait d'abord refusé de nous recevoir, mais les 9 livres que nous offrîmes levèrent les obstacles et, par faveur, on nous accorda une seule chambre à 2 lits pour y manger et y coucher. Encore n'avait-on cédé à nos instances que parce que, voyageant avec notre chaise à bord sur le même bateau que nous, on nous avait pris pour des gens d'importance. Quant à nos domestiques, aucune place pour eux, ni à l'hôtel, ni en ville. Nous envoyâmes donc James coucher sur le bateau, et nos 2 lits furent occupés l'un par M. Cradock, l'autre par moi et ma femme de chambre. Notre souper fut excellent. Des fricassés, des rôtis, des ortolans, dont d'ailleurs j'avais aperçu une grande provision à la cuisine, des gâteaux, du dessert et du vin délicieux. Enfin, vers 10h, nous nous retirâmes pour prendre du repos, mais j'en jouis peu. Ma femme de chambre commença à être malade et aussitôt qu'elle parut plus calme et que je pensais pouvoir m'endormir, les punaises m'en empêchèrent. Mardi 7 juin. Levé à 6h. M. Cradock déjeuna à l'Ermitage. À son retour, nous nous promenâmes de nouveau à la foire. On y débite des marchandises à tous les prix, depuis les plus élevés jusqu'aux moindres. Les chiffons et autres vieilleries entassées sous les hangars se vendent par lot. On réserve aux objets de valeur, exposés avec beaucoup de goût, les boutiques et les tentes dans les rues et sous les arbres. Le bétail, en nombre considérable, est parqué çà et là. De magnifiques bœufs blancs attirèrent mon attention. Ils se laissaient approcher et caresser. Je demandai à la femme qui les gardait combien elle en vendait une paire. Mais à ma question, elle me répondit qu'elle savait bien que je n'avais pas l'intention d'acheter et qu'il était inutile de me fixer un prix. Rebuté par cette bonne femme, je me mis en quête de quelque objet plus à mon usage. Je m'arrêtai à 3 petites bagues que je voulus emporter comme curiosité. On m'en demanda 3 sous, 1 sou pièce,
Quelques minutes après, je vis des femmes acheter les mêmes bagues qu'elles ne payèrent qu'1 liard. Ceci nous prouva de quelle façon on exploite les étrangers et surtout les Anglais. Nous étant bien amusés pendant 1 heure, nous retournâmes à notre bateau et mîmes à la voile à 10 heures. En entrant dans la chaise, je trouvai une petite provision d'ortolans rôtis et j'avoue que je fus très sensible à cette attention de M. Cradock. À 5 heures, nous débarquions prendre quelques rafraîchissements. Nos bateliers, par suite des vents contraires ayant travaillé dur toute la journée, M. Cradock les en récompensa en leur donnant du vin, y ajoutant un peu de viande froide qui par chance se trouvait là. Leur reconnaissance fut si vive que je crois en vérité qu'ils eussent, à partir de ce moment, risqué leur vie pour sauver la nôtre. Nous repartions 1 demi-heure plus tard et à 9 heures passées, arrivions à une auberge où la nourriture était coussi, les chambres et les lits dégoûtants. Je me couchais sur et non dans le lit, d'où me chassèrent les puces et les punaises et passai le reste de ma nuit sur 2 chaises. Mercredi 8 juin. Embarqués à 3h30, arrivés à midi à Langon, où nous débarquâmes et dînâmes à l'hôtel des Princes, bon hôtel, fort propre, bien tenu, ressemblant à une auberge anglaise. Nourriture et vin excellents. Nous mettions de nouveau à la voile à 3 heures et arrivions à Rion, où nous étions obligés d'attendre la marée. Nous promenant aux alentours, nous entrâmes dans une grande ferme que nous avions prise au premier abord pour une auberge. Les braves gens à qui elle appartenait nous engagèrent à nous reposer et avec la plus gracieuse hospitalité nous offrirent de leur meilleur vin, du bon pain bis et des cerises. La femme nous dit être heureuse de nous savoir anglais. Elle-même nous raconta avoir été 1 fois à Londres, conduire son fils à son départ pour l'Amérique, et ce soir même, elle attendait ce fils, qui devait venir passer quelques jours avec eux. Alors commença pour nous une scène toute nouvelle. Le souper des laboureurs. Dans un grand panier plat, on coupa par morceaux un gros pain bis, on remplit de cerises un autre panier qu'on porta dans la cour où se trouvaient les 6 hommes rentrant de leur travail. On ajouta pour chacun une pinte de vin rafraîchi d'avance dans des seaux d'eau froide. Cette distribution de vivres se terminait à peine lorsqu'accourut la fille du fermier, annonçant joyeusement à sa mère que le bateau ramenant son frère était en vue. 1 quart d'heure après, arrivait le fils, un beau jeune homme de 18 ans. Les mots ne peuvent exprimer le bonheur de cette famille. Mon cœur s'en épanouissait. Jamais je ne l'oublierai. Nous visitâmes ensuite la ville qui n'a rien de curieux. En dehors des murs, car cette place semble avoir été autrefois fortifiée, on a une jolie vue sur le pays et sur la Garonne, à cet endroit où, pour la première fois, se fait sentir la marée. Vers 8 heures, selon le désir de nos aimables fermiers, nous retournâmes chez eux. On nous reçut dans la salle où nous rencontrâmes les voisins venus en grand nombre. Parmi eux, je remarquai une belle et grande fille, à l'air très jeune, et qu'à ma stupéfaction, on me dit être mariée depuis 3 ans. C'était une autre fille du fermier. Ma toilette, j'avais mon habit d'Amazone, fut l'objet des observations d'une des voisines qui me demanda même si je portais en dessous des jupons. Je crois réellement qu'elle eût voulu pousser la curiosité jusqu'à me faire déshabiller afin d'être plus sûre de son fait. Elle me questionna avec détail sur nos voyages, trouvant surprenant que nous eussions été si loin, et ajoutant que nous devions être très riches pour avoir ainsi traversé la mer afin de venir visiter leur pays. On lui avait assuré, continua-t-elle, que Londres était plus beau que Paris. Je lui répondis de mon mieux en français ce que je pensais de la France. Mon appréciation ravit si bien la vieille dame qu'elle m'embrassa et me dit que certainement je devais être une bien bonne femme. Sur ce, elle remercia son voisin de lui avoir procuré l'occasion de voir des Anglais, car, ajouta-t-elle, je n'avais jamais vu d'étrangers auparavant. Les flatteries fleurissent quelquefois agréablement le sentier de la vie, et comme tel, j'acceptai les compliments de la bonne dame. Vers 9 heures, le patron du bateau nous fit avertir qu'il était temps de profiter de la marée. Nos aimables hôtes nous pressèrent de rester encore chez eux cette nuit et de reprendre un autre bateau le lendemain. Mais nous refusâmes et, après les avoir bien remerciés,
nous prîmes congé de cette famille hospitalière. Ils ne voulurent rien accepter. Nous donnâmes seulement 3 livres à la servante, qui parut très contente. Notre navigation fut délicieuse. Cette nuit de juin, calme et chaude, ressemblant à un jour sans fin, éclairait d'une douce lueur la rivière et nous enveloppait d'un charme doux et tranquille. Peu à peu, le sommeil me gagna. Je ne me réveillai que le lendemain matin, à 4 heures, au moment où nous entrions dans le port de Bordeaux. Jeudi 9 juin. Aussitôt abordé, M. Cradock, me laissant avec ma femme de chambre, descendit retenir des appartements à l'hôtel d'Angleterre et revint à 7 heures. Il est d'usage pour les passagers, à l'arrivée d'un bateau, de donner à boire aux matelots. Mais pas un n'osa réclamer, vu la précédente générosité de M. Cradock, qui, de son côté, ne voulut pas être en reste, et leur distribua encore une petite gratification. Ce fut alors une explosion de remerciements sans fin. Jamais ils n'avaient rencontré un monsieur aussi généreux. Ils eussent voulu faire le tour du monde avec lui, etc., etc. Je crois que pour un peu, ils eussent placé la couronne sur sa tête. Enfin, nous nous séparâmes de nos amis si expansifs, et nous nous rendîmes à l'hôtel où nous pûmes enfin avoir du thé, chose dont nous avions été privés tout le temps de notre voyage. L'hôtel d'Angleterre est nouvellement construit. De nos fenêtres, nous avions la vue sur le cours bordé d'une rangée de maisons blanches à balcons et au bout duquel s'élève le théâtre. Aussitôt déjeuné, nous allions au jardin public, à côté de notre hôtel. Bien planté d'arbres et tracé en avenue droite, il ressemble un peu aux Tuileries, mais à beaucoup près n'est pas si bien tenu. À 11 heures, nous étions de retour et dînions à 3. À 7, nous allions nous asseoir sur le port d'où la vue est merveilleuse. Il est de mode de venir y assister à la rentrée des bateaux. On y paye 1 sou la chaise. À 8 heures, nous traversions le port, bien autrement grand que celui de Marseille. Après nous être promenés et avoir admiré le coup d'œil, nous revenions dans un grand bateau à voile qui filait avec la vitesse d'un oiseau. Enfin, nous nous couchions à 10 heures, et pour la première fois depuis février, je ne fus pas inquiété par les punaises. Vendredi 10 juin. Levé à 6 heures. J'allais me promener jusqu'à 8. Après déjeuner, nous nous faisions conduire en fiacre au palais Gallien, maintenant en ruine. Cependant, la porte de l'Est atteste encore la première magnificence de ce monument. Sur les restes des anciens murs extérieurs, on a élevé de petites maisons et divisé l'arène en une quantité égale de petits jardinets. Le style de cet amphithéâtre diffère complètement de celui de Nîmes. Le premier construit en briques, le second en pierre de taille. De là, nous allâmes à la cathédrale, très vieille église qui a dû être fort belle, à en juger par quelques détails de l'extérieur, mais très abîmée par le temps et surtout très négligée. Elle est dédiée à saint André. À l'extrémité ouest se trouvent 2 hautes flèches, dont l'une a été brisée il y a quelques années par la foudre et qui n'a jamais été réparée. Les bas-reliefs, mélange bizarre de paganisme et de christianisme, sont décrits ainsi dans notre guide. Jésus-Christ s'élève de son tombeau porté par un aigle, de la même manière que les païens représentent Jupiter apparaissant dans toute sa puissance. Tête de Méduse, un phénix sur un bûcher qui paraît renaître de ses cendres. Jésus-Christ sous la figure d'Hercule. Caron et sa barque sont de l'autre côté du fleuve. Le bas-relief à gauche représente la résurrection. Le chœur est décoré de 3 grands tableaux. On y distingue le martyre de saint André qui est au-dessus de la porte de la nef et que l'on attribue à Sébastien Bourdon en 1642. Les autres représentent l'un Jésus-Christ portant sa croix et l'autre Jésus devant Pilate. Ils sont dans la manière de Michel-Ange. La grille séparant le chœur est en cuivre admirablement travaillée. Près de la cathédrale, nous visitâmes l'archevêché nouvellement reconstruit, fort élégant et surchargé d'ornements. Ce palais, situé au couchant de la cathédrale, doit sa réédification au prince Ferdinand de Rohan, qui occupait le siège de Bordeaux. Il a été commencé sur les dessins de M. Étienne, architecte célèbre,
et finit par M. Bouffin, architecte de la ville. Les jardins sont ouverts au public à certaines heures de la journée. Nous nous fîmes ensuite arrêter à la porte d'un libraire. Là, abandonnant notre cocher, par parenthèse fort impoli, nous continuâmes à pied jusqu'à la chambre du commerce. Ce bâtiment occupe 3 côtés d'une place. Les affaires s'y traitent aux étages supérieurs. On a permis d'établir au-dessous des étalages de jouets, de bijoux, d'étoffes. La vente du poisson et de la viande y est défendue. Nous y achetâmes et payâmes assez cher un plan de la ville et du papier à lettres. Et puis nous passâmes enfin au marché royal, proprement tenu, car à l'heure de la fermeture, on lave les planches servant à étaler la viande et le poisson, et on balaie tous les débris. C'est une excellente habitude que je n'avais remarquée nulle part. Nous visitâmes ensuite l'hôtel de ville. Il n'a rien de curieux. Vers 8 heures, nous eûmes la fantaisie d'entreprendre une petite promenade en bateau en dehors du port. Mais les bateliers nous demandèrent un prix si exorbitant que nous y renonçâmes.